particulier, l'objectif de ce projet de mise en place de SAP a été d'avoir un reporting comptable et financier qui soit aux normes internationales et en particulier aux normes américaines de comptabilité. Parce que finalement, quand vous déclarez en bourse vos résultats, quand le groupe déclare ses résultats en bourse, il les déclare le plus souvent en comptabilité américaine, en particulier s'il est sur la bourse de New York. Bon, une deuxième contrainte quand vous faites votre reporting et que vous annoncez vos résultats, c'est que ces résultats arrivent rapidement. Parce qu'un groupe international, il est jugé en particulier sur son efficacité, et donc son efficacité, eh bien, elle se mesure sur la rapidité qu'il a à déclarer ses résultats. Alors, le reporting, il est beaucoup plus complet quand on est dans un groupe international. On a un reporting qui est strictement financier, où on donne le compte d'exploitation et le bilan de la société, mais on donne aussi des détails sur les ventes, sur les achats et les ventes par ligne de produits, etc. De la même façon, la gestion de la production se fait dans les normes du groupe. Et les normes du groupe, c'est par exemple que quand on achète dans des devises étrangères, eh bien, on se couvre du risque de change. Donc, toutes ces choses-là sont des choses qui sont complètement nouvelles quand vous êtes une petite entreprise nationale et que vous entrez dans un groupe international. Donc, voilà en gros la transformation que le groupe voulait faire sur cette petite société. Alors, quels moyens on avait choisi? Eh bien, le groupe s'était mis dans la recherche d'un logiciel qui pouvait permettre justement d'entrer dans des processus de ce type. Alors, quel changement pour ces processus? D'abord, il y avait une formalisation beaucoup plus grande que ce qui était le cas pour cette petite société. On avait des processus qui devaient arriver, un reporting qui devait être très régulier, qui était à la fois mensuel, trimestriel et annuel, et qui répondait à des normes de contraintes, des normes de délai qui étaient beaucoup plus strictes que ceux dont la société avait l'habitude auparavant. Les informations à remonter, comme je vous l'ai dit, elles étaient aussi beaucoup plus volumineuses et beaucoup plus détaillées que ce qu'on avait initialement. Et puis, le groupe impose des outils et des formats de reporting. Et donc, il va falloir que la société se plie là-dedans. Bon, donc ces changements de processus, ça ne se fait pas tout seul. Et donc, ça implique une évolution de la culture de l'entreprise. Il faut qu'on ait des processus qui soient plus automatisés, plus encadrés. On ne peut pas faire d'impasse. Donc, les gens se sentent relativement enfermés dans un cadre, et un cadre qu'ils ne comprennent pas toujours, parce que finalement, ils sont habitués à des coutumes nationales, et tout d'un coup, on leur dit, attendez, ça ne va pas se passer comme ça. Il faut que maintenant que vous donniez toute votre comptabilité, non seulement dans les systèmes comptables coréens, mais aussi dans le système comptable américain qui est utilisé de façon internationale. Et au début, ils ont un petit peu de mal à se dire pourquoi il faut faire ça. Donc vous avez à faire, et dans toutes les transformations qu'on verra, vous avez à faire une conduite du changement, c'est-à-dire qu'il va falloir que vous ameniez l'ensemble des gens qui travaillent dans cette société à modifier leur façon de voir et à rentrer dans la culture d'un groupe international. Voilà. Bon, cette conduite du changement, dans toutes les transformations, c'est un des éléments clés qui va conditionner la réussite de votre opération. Si vous ne faites pas attention, les gens vont traîner des pieds, ils vont faire tout ce qu'il faut pour que finalement ça ne marche pas. Les gens n'ont pas envie de changer d'une façon générale. Donc, il faut faire très attention à ce genre de choses dès que vous allez vouloir introduire des modifications dans votre entreprise. Bon, alors, je vais maintenant voir un petit élément, un peu de théorie,
Et on va essayer d'analyser quelle a été la stratégie du groupe pour amener justement à se dire que pour réussir une transformation et intégrer toutes les petites sociétés que le groupe rachetait à l'époque, et à l'époque, le groupe avait racheté environ une centaine de petites entreprises dans la zone Asie, donc Chine, Corée, Japon, Indonésie, etc. Alors, le groupe avait choisi, ils avaient commencé par regarder comment faisaient les autres groupes internationaux pour intégrer des sociétés. Et finalement, un des outils principaux qu'ils avaient, que l'ensemble des groupes internationaux ont, c'est d'unifier les logiciels de gestion qui sont dans les entreprises. Donc, vous choisissez un ERP, hein, un Enterprise Resource Package, donc un logiciel intégré qui vous permet de comptabiliser à la fois tout ce qui se passe sur la production, tout ce qui se passe sur la comptabilité, tout ce qui se passe sur les ventes. Et donc, le groupe regarde ce que font les autres et il se dit, eh bien, un des outils qui peut convenir, c'est SAP. SAP, c'est donc un logiciel intégré qui existe depuis maintenant une quarantaine d'années, qui est fait par des Allemands, une grande société allemande, et qui a maintenant une extension très très large dans l'ensemble des entreprises. Bon, une fois qu'on choisit ça, eh bien, ce logiciel est très souple, c'est-à-dire que vous pouvez l'adapter à des tas de contextes et à des tas d'entreprises, mais il est donc relativement compliqué. C'est la contrepartie de sa souplesse et de sa grande, de la possibilité d'adaptation qu'il peut avoir à différents contextes. Eh bien, le revers de la médaille, c'est que c'est complexe. Et donc, vous avez deux façons de procéder. La première façon, c'est d'utiliser des consultants externes. Vous en retrouverez dans la plupart des grandes sociétés de conseil en informatique. Vous avez des équipes SAP qui peuvent vous aider à implémenter ce logiciel dans votre groupe. Ça coûte relativement cher. Capgemini est un de ces groupes-là, mais vous avez aussi Arthur Andersen en était un, KPMG, etc. Donc, ces grands groupes-là, quand ils interviennent chez vous, c'est pas gratuit. Bon, donc la deuxième chose que vous aurez à voir, donc cette phase d'acquisition des compétences, elle va passer dans un premier temps par l'utilisation de consultants externes, donc de compétences externes que vous payez, et ensuite, si vous avez l'utilisation, eh bien vous allez former vos propres compétences, votre propre consultant en interne et qui maintenant vont réduire la facture. D'abord, ils vont s'habituer complètement au contexte précis du groupe et puis ils vont vous faire les transformations beaucoup plus rapidement, justement parce qu'ils sont déjà dans le coup et qu'ils l'auront fait plusieurs fois. Voilà, donc cette deuxième phase, lorsque vous avez à faire du changement, ça va être d'acquérir les compétences nécessaires et puis ensuite, eh bien, vous adaptez vos processus, c'est-à-dire votre équipe de consultants, elle arrive dans une filiale particulière et elle va adapter la transformation, donc l'implémentation ici de SAP, au contexte spécifique de la filiale en question. Bon, donc vous voyez cette stratégie, et c'est ce qu'on appelle l'absorptive capacity, donc c'est l'art de copier intelligemment. Donc, ça se fait en trois phases, celle que je viens de vous expliquer. D'abord, on explore, on regarde ce qui se passe à l'extérieur et on se dit ben, telle technologie ou tel outil peut nous servir. La deuxième chose, c'est qu'on acquiert les compétences. Et la troisième étape, eh c'est de mettre en œuvre ces compétences dans des processus ou des produits qui vont servir à votre entreprise. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette méthodologie, si vous voulez, qui a été mise au point par deux consultants pour des entreprises privées, a été étendue et est utilisée maintenant par la Banque mondiale et elle recommande aux pays de regarder ce qui se fait dans d'autres pays, en éducation par exemple, et d'essayer d'adapter, de prendre les bonnes pratiques qui ont lieu dans d'autres pays et de les adapter dans leur pays. Voilà. Donc, pour le reformaliser un petit peu plus, vous êtes dans un univers où vous regardez ce qui se passe, vous identifiez des outils, des pratiques, des technologies qui peuvent vous servir.
vous acquérez suffisamment de compétences pour le faire, et puis vous les mettez en œuvre dans votre entreprise. Et tout ça, ça vous permet de faire une innovation dans votre entreprise. Donc voilà ce premier exemple. Vous voyez à peu près le substrat théorique sur lequel je m'appuie, là, l'absorptive capacity, vous voyez grosso modo comment ça se passe. Mais enfin, tout le monde a les micros fermés. Vous voulez faire peut-être poser quelques questions, Monsieur Moutembo? Jusque-là, non, parce que je suppose que ça doit être un peu nouveau pour ces élèves qui ici découvrent qu'on fait de la transformation sur la base de stratégie, mais ça sera certainement nouveau. On va continuer et ensuite on pourra peut-être avoir d'autres questions plus tard quand on arrivera sur les cas pratiques. D'accord, bon, très bien. Donc voilà, cette première transformation, cette première expérience que j'ai eue et qui a permis donc de faire évoluer cette petite entreprise de façon à la faire entrer complètement dans un grand groupe international. Hein. Bon, et encore une fois, c'est pas quelque chose de facile. Ça demande une évolution dans la culture de l'entreprise. Et la conduite du changement est un des points clés qu'on va avoir pour tout ce qui est toutes les transformations, toutes les innovations importantes que vous voulez introduire dans une entreprise. Bon, alors... Si je peux me permettre une petite remarque ici pour que nos élèves voient bien que lorsqu'il est question de transformation numérique ici, il est surtout question de mettre en place des nouvelles façons de travailler en utilisant un outil nouveau. Donc, quelque part, pour l'entreprise, l'intérêt, c'est d'avoir une façon presque unique où on travaille partout. Ce qui permet, comme ça, à l'entreprise de pouvoir comparer les chiffres qui sont basés sur les mêmes indicateurs. Lorsqu'on est un groupe multinational, ce qui peut être difficile, c'est de pouvoir interpréter des chiffres d'un pays, par exemple des ventes, par rapport à un autre si on est sur des utilisations des outils différents. Or, quand on va utiliser le même outil, on va utiliser les mêmes pratiques, il sera plus facile à la direction générale de comprendre les chiffres et d'être capable de les comparer et donc de savoir réellement quels sont les équilibres sur lesquels ils peuvent s'appuyer sur l'entreprise. Donc, le fait d'utiliser un outil unique avec des processus, c'est-à-dire des façons de faire avec une méthodologie qui est identique, peut donner l'impression qu'on va uniformiser l'ensemble des choses, et ça peut être contraignant en fonction de l'endroit où on se trouve, mais pour une entreprise qui a besoin d'une gouvernance à un moment centralisée, c'est justement l'élément vers lequel il faut aller, parce que c'est ce qui permet de consolider des éléments qui sont du même niveau. Donc c'est pour ça que c'est important ici, quand on parle d'accompagnement au changement, qu'il est essentiel que ce ne soit pas simplement la mise à disposition d'un nouvel outil informatique qui soit, mais c'est aussi comment est-ce que les personnes qui vont devoir travailler différemment peuvent être accompagnées et vont comprendre quel est l'intérêt de l'installation de ce type d'outils. Donc, l'accompagnement au changement est absolument, absolument important. Oui, effectivement. Donc, en plus des processus, on a toutes les définitions. Qu'est-ce qu'on met dans telle ligne de produit? Qu'est-ce qu'on met comment on compte les ventes, etc., etc. Bon. Alors, je vais vous montrer maintenant. Donc, vous avez un petit élément de théorie que je vous ai amené sur l'absorptive capacity. On va reprendre d'autres éléments et on va reprendre ça, d'autres éléments théoriques, en particulier le modèle de Porter, un modèle d'Oswalder, différents points. Et on va essayer de voir ça à travers un exemple qui est l'exemple d'AXA France. Alors, je vais commencer par vous passer une petite vidéo qui est une interview du président d'AXA France sur BFM TV il y a quelques années, où il exposait la stratégie de l'entreprise sur différents aspects. Et donc, on va regarder ces différents points et ensuite on les commentera et on les intégrera dans ce corpus théorique, si vous voulez,
de modélisation des entreprises. Bon, alors, donc voilà l'entrevue telle qu'elle se passe. Ah zut, bon. Et il faut que, voilà. Bon, donc c'est Nicolas Moreau qui était le DG d'AXA France à l'époque. Donc cette vidéo est partagée. Je crains, M. Jarras, qu'on n'ait pas le son. Ah, vous n'avez pas le son? Il n'y a pas le son de la vidéo, non. Alors, excusez-moi, donc je vais... Il faut repartager Je reparte, oui. en intégrant, effectivement. Partager en intégrant le son de l'ordinateur. Ok, j'avais encore fait la même erreur. Voilà. Oui, là on entend. D'accord, bon. Donc, première partie, le constat d'accident. À commencer par, est-ce qu'on peut commencer par alors, le truc qui est le plus sidérant, c'est-à-dire le constat amiable d'accident automobile? Alors, à la fin du mois, oui, vous pourrez faire votre constat amiable sur votre mobile, sur le lieu du sinistre. Je vais avoir sur mon smartphone. Oui, déjà vous avez votre application Mon AXA qui vous permet de gérer vos interactions avec votre assureur. Et sur votre smartphone, vous pourrez, sur le lieu du sinistre, avoir votre e-constat pré-rempli et vous le remplirez avec la personne. Et ça initiera complètement le traitement de votre sinistre. Et si j'ai un petit stylet pour faire le croquis, je peux même faire le croquis sur... Ah bah avec le doigt... avec le doigt, je peux faire le croquis sur... Oui, bien sûr, oui. Sur un écran tactile. Oui. Et vous dites... Prendre des photos. Oui, bien sûr, avec une grande... surtout, comme si c'était une évidence. Plutôt que de faire un croquis, prendre des photos, c'est quand même plus facile. En plus, ça va sécuriser beaucoup, il y aura moins de conflits forcément. Vous êtes gagnant dans cette histoire, vous, hein? Bah, tout le monde est gagnant, parce qu'on n'a pas intérêt à être en conflit avec un autre assureur, ou avec un client, ou avec n'importe qui. Dans très peu de temps, vous pourrez prendre rendez-vous avec votre garagiste directement sur votre téléphone, qui viendra vous prendre votre voiture, la réparera, vous en prêtera une en remplacement et vous rapportera votre voiture réparée. Donc il faut digitaliser l'ensemble des contacts. Oui, l'ensemble des relations, que ce soit à l'achat, au service, avec nos clients. Oui. Bon, donc dans cette première partie, vous voyez de quoi il parle. Votre directeur général d'AXA France, il vous dit on va mettre en place pour les assurés un constat d'assurance pré-rempli sur votre smartphone. Donc, premièrement, ça va faire moins de travail administratif, à la fois pour le client et pour ceux qui vont traiter ces constats d'accident, puisqu'ils auront tout de suite les renseignements en numérique et donc ils n'auront pas à les ressaisir. Deuxième chose qu'il dit, c'est, eh bien, une fois que ce constat est rempli, vous envoyez directement des photos qui montrent quelles ont été les conséquences de l'accident. Donc, là encore, deuxième point, ça va sécuriser tout le constat lui-même. On saura mieux quels sont les dégâts, quels sont les torts et éventuellement ce qui s'est passé. Et il dit, ça va faire baisser les contentieux. Quand vous avez un accident avec deux assurances différentes, eh bien évidemment, chacune des assurances essaye de faire porter la responsabilité à l'autre, à l'assuré, à l'autre assuré, hein, de façon à ne pas avoir à payer les dégâts. Donc voilà, donc ils veulent utiliser cette technologie qui vient à la fois des smartphones et du fait qu'on peut envoyer des photos pour améliorer leur processus. Bon, on va passer à la deuxième séquence qui va concerner les courtiers d'assurance. Alors les courtiers, Si vous me permettez, M. Jarras, juste une chose, est-ce que vous pouvez nous rappeler à quelle date l'interview a lieu? Parce que peut-être que pour nos élèves, ça paraît évident aujourd'hui d'utiliser une application pour pouvoir déclarer un certain nombre de choses, mais à l'époque, c'est quelque chose qui n'existait pas du tout. Oui, c'était au début, c'était aux environs de 2010, je n'ai plus la date exacte, mais donc c'était beaucoup moins répandu que maintenant. Et ce qu'on va regarder, c'est les processus qui ont amené l'entreprise
à développer ce type de processus. Alors, on va parler maintenant des courtiers d'assurance. Donc, quand vous êtes assuré, vous pouvez le faire directement avec l'assurance, mais vous pouvez le faire à travers un courtier. Et le fait d'avoir un courtier est quand même quelque chose qui est intéressant parce que si vous avez un accident, que vous considérez que votre dossier n'est pas assez bien traité, que ça prend des retards, etc., il y a quelqu'un que vous pouvez aller voir. Et le rôle de ces courtiers, comme ils sont rémunérés sur le volume d'affaires qu'ils apportent à la compagnie d'assurance, à AXA ici en l'occurrence, eh bien, ils vont vous écouter et ils vont essayer de faire que vous soyez satisfait pour que vous restiez chez AXA. Vous permettez même à vos agents sur le terrain d'avoir quoi? D'avoir des sites web qui leur sont dédiés, c'est ça l'idée? Alors, chaque agent général aujourd'hui a son site. Nous, notre stratégie, on n'est pas un acteur full direct. On a Direct Assurance qui fait que du direct, qui est un pure player du direct. Nous, on a des réseaux de distribution qui sont très importants, hein, 3800 agents généraux partout en France. Ils vont commencer à s'inquiéter. Et on leur donne effectivement la promesse que je leur ai faite et que je réitère, c'est de dire on va vous créer une agence virtuelle à côté de votre agence physique et vous pourrez interagir avec vos clients, soit de manière physique, soit de manière virtuelle, avec votre site web à vous, sur lequel que vous pourrez personnaliser. Et aujourd'hui, ils l'ont tous. Oui. Ça les inquiète? Ben, ça inquiète certains, mais ceux qui sont à la pointe, ça ne les inquiète pas. Et au contraire, ça les motive beaucoup. On a mis en place un nouveau produit qui s'appelle Click and Go, qui permet d'acheter une police d'assurance auto, soit sur le web, soit en agence. Et ce que l'on voit, c'est que la plupart des clients, 75%, choisissent d'aller en agence pour finir leur achat. Alors, c'est des choses qui vont évoluer, bien sûr. Comme le commerce traditionnel, en fait. 75%, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, il y a à peu près 10 à 15% de leurs nouveaux clients qui viennent du web. Et pour eux, c'est formidable. C'est des clients qu'ils n'auraient pas touchés autrement. Donc, vous voyez ici, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis l'ensemble de leur processus pour élaborer un nouveau contrat sur le web et donc des formulaires sur le web, etc. Et il parle aussi rapidement de AXA Direct, hein, qui est donc une société à l'intérieur du groupe AXA qui n'a plus du tout de courtier. Donc, vous allez directement, vous souscrivez votre contrat, mais si vous avez des difficultés, eh bien, vous avez juste une hotline et puis c'est tout. Hein. Mais par contre, le prix que vous payez pour l'assurance est notoirement inférieur. J'ai été regardé, mais j'ai conservé un courtier parce que je préfère avoir quelqu'un à qui m'adresser en cas de problème. Bon, donc voilà, et il dit, on va finalement digitaliser l'ensemble des procédures le plus possible. Alors, on va regarder maintenant des points qui concernent le risque des entreprises et l'évaluation des risques des entreprises, des clients. Ah bah zut, qu'est-ce qui m'est pas... Pure player Moins que ça, je crois. Vous, sur lequel que vous pourrez personnaliser, et aujourd'hui, ils l'ont tous. Oui. Ça les a mis en place en France. Est-ce que chance pour finir, il y a à peu près... Vous aussi, d'ailleurs. Est-ce que ça va modifier la façon dont vous assurez les gens? Alors, les objets connectés... Zut, mais décidément, là, il parle... d'acheter 75 achats. Alors, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a à peu près 10 à 15% de leurs nouveaux clients qui viennent du web. Et pour eux, c'est formidable. Donc, ce dont il va parler maintenant... J'ai un petit truc entre les doigts, là. Un tracker d'activité de WeThings, hein, il s'appelle le Pulse. Voilà, et je crois que vous en avez un vous aussi, d'ailleurs. Est-ce que ça va modifier la façon dont vous assurez les gens? Alors, les objets connectés, ça nous donne deux types d'informations. Ça nous permet d'aider les gens à faire de la prévention, et donc que ce soit pour la maison, pour l'auto ou pour la santé, ça permet d'avoir des actions de prévention. Si vous marchez, vous êtes en bonne santé. Si vous protégez votre maison, elle brûle moins, elle n'est pas cambriolée. Et donc ça veut dire, est-ce que je paye moins cher si je conduis mieux? Il y a AXA Drive aussi hein, qui surveille ma conduite. Est-ce que je paye moins cher si je conduis mieux? Est-ce que je paye moins cher si je fais mes 7000 ou mes 10 000 pas par jour? Alors aujourd'hui, non. Mais on a lancé notre dernière police d'assurance qui est achetable sur le net aussi, l'assurance santé. On a donné des capteurs Weezings pour les 10 000 premières polices. Et effectivement,
si les clients marchent un certain nombre de pas, eh bien, on leur donne des cadeaux. Mais on n'a pas encore de réduction. Alors, la santé en France est extrêmement réglementée, et je pense que c'est bien. Et donc, c'est des choses qui sont compliquées. Par contre, sur les objets connectés tels que la maison ou la voiture, on voit que Direct Assurance, notre filiale de Direct, va lancer en janvier une police pour les jeunes, une police d'assurance auto, sur lequel, avec un équivalent d'AXA Drive, ils pourront voir leur police d'assurance baisser. Donc on a une surveillance permanente de notre conduite, hein, c'est ça l'idée. Hein, alors il y a une surveillance permanente de la conduite et il y a des scores qui sont donnés et en fonction de ces scores, ça permet de réduire. Alors, il faut se rendre compte que les jeunes au volant, c'est 5% des conducteurs et c'est 20% des sinistres corporels, des accidents de la route. Donc ils payent des polices d'assurance qui sont effectivement très élevées, entre 1 000 € et 2 000 €. Et là, avec un équivalent d'AXA Drive, ils pourront avoir une réduction très significative de leur police d'assurance. Donc vous voyez ce qu'il propose maintenant, il vous met dans la voiture un système qui enregistre toutes les données de votre conduite. Donc, à quoi ça lui sert? Lui, il est assureur. Évidemment, si vous conduisez dangereusement, vous avez beaucoup plus de chances d'avoir des accidents et vous allez lui coûter beaucoup plus cher. Donc, il veut vous donner faire payer une prime d'assurance qui soit beaucoup plus élevée. Par contre, si vous conduisez prudemment, eh bien, il accepte de baisser votre police d'assurance. Donc, c'est réellement pour l'assurance un outil qui est extrêmement utile. Donc non seulement ils font des économies d'argent, mais aussi d'un point de vue citoyen, on va avoir une baisse très importante de la sinistralité, on va protéger ces jeunes. C'est ça, et donc, c'est le père de famille que je suis, on se rend bien compte que derrière, il y a un enjeu qui dépasse même en fait la simple prime d'assurance finalement. Hein, et si la carotte, ça doit être, alors il y a déjà les radars, mais si en plus on peut avoir une carotte financière, c'est quelque chose. Alors maintenant, il va amener, donc... C'est-à-dire, vous prenez en charge, et AXA est peut-être un des premiers au monde, à s'intéresser aux risques digitaux. Par exemple, vous assurez aujourd'hui ma réputation numérique, Nicolas Moreau? Alors, si vous êtes une entreprise, on vous assure pour vos risques numériques. Si vous achetez une police qui vous protège de ces risques numériques. Donc, un détournement de fonds, des attaques de votre site web, des dommages à vos clients, ça, on l'assure. C'est un marché qui est encore naissant, 100 millions de chiffres d'affaires en France, 2-3 milliards aux États-Unis, mais c'est un marché en croissance énorme. Maintenant, vous, ce que l'on peut faire, si vous achetez une protection familiale intégrale, c'est vous aider à nettoyer votre signature web si jamais vous êtes attaqué. On peut vous aider à récupérer des fonds si jamais vous êtes fait voler de l'argent, usurper une identité. Donc on a là plutôt un service d'assistance qu'un service d'assurance pour les particuliers. Maintenant, c'est des choses qui vont sans doute aussi évoluer. Oui. Nicolas Moreau, le patron d'AXA en France ce matin. Donc voilà, vous voyez cette vidéo. Ce qui est intéressant, c'est pourquoi on l'a choisi, c'est parce qu'il vous déroule un ensemble d'innovations à la fois dans ses produits et dans ses processus. Hein. Et ces innovations, elles sont fondées sur différentes technologies. Alors pour les rappeler, il vous dit, dans le contact client, 1, on va dématérialiser au maximum. 2, on va avoir, alors les courtiers, ils auront leur propre site et puis ils auront des contacts clients à travers le site, mais aussi en réel. Et puis, je mets en place AXA Direct où il n'y a plus de courtiers, on ne sert plus du tout des courtiers, tout est digitalisé et on a juste une hotline et des processus digitalisés. La deuxième chose, c'est qu'il vous dit, pour le règlement des sinistres accidents de la route, vous avez un outil sur votre smartphone, vous remplacez le constat, vous envoyez les photos, et comme ça, tout le monde est content, il y a moins de contentieux, c'est parfait. Enfin, il vous dit, il y a un nouveau problème qui apparaît dans la société, c'est le risque numérique. On a de plus en plus de cybercriminalité, et donc les entreprises sont attaquées, les particuliers sont éventuellement attaqués aussi, et moi, assurance, mon job, c'est quoi? C'est d'assurer les problèmes que vous pouvez avoir dans votre vie ou que les entreprises peuvent avoir dans leur vie. Et donc, ce risque-là, je vais aussi l'assurer. Et puis enfin, le dernier point, c'est cette utilisation des trackers de conduite qui vous permet une évaluation beaucoup plus fine du risque.
Donc voilà en gros le résumé de cette interview du PDG d'AXA France. Alors, ce que je vais essayer de faire maintenant, c'est de remettre ça dans une modélisation de l'entreprise et regarder ce qui a été fait et l'analyser sous cet angle de modélisation de l'entreprise. Alors, le premier modèle que je vais introduire, c'est le modèle de Porter sur la chaîne de valeur. Porter est un professeur américain de Harvard qui a travaillé sur toute la théorie des entreprises pendant très longtemps. Il continue à enseigner ou à faire des conférences à Harvard. Je pense qu'il n'enseigne plus. Et voilà la façon dont il représente une entreprise. Donc, un pattern, c'est un modèle d'entreprise. Et il dit une entreprise, qu'est-ce que c'est? Eh bien, elle vend des produits sur le marché. Et pour faire cette production de produits ou de services, d'ailleurs, ça s'applique aussi bien à un constructeur automobile qu'à un assureur, pour faire cette production, il lui faut une logistique interne qui soit amène les produits, soit amène les informations. Ensuite, on va se servir de ces entrants dans la production. On va produire le service ou les voitures ou le produit physique. On va le stocker et puis on va avoir des processus de marketing et de vente. Et enfin, on va avoir des services d'accompagnement de la vente. Donc ici, on a la chaîne qui permet à l'entreprise de générer des revenus et ses ventes. Alors, pour ça, est-ce que ça suffit pour faire une entreprise? Non, il y a un ensemble de processus qui sont finalement les processus support de l'entreprise et qui vont être bien tout ce qui est la finance, la comptabilité, les affaires générales, tout ce qui est la gestion des ressources humaines, tout ce qui est les achats, les approvisionnements, la gestion des stocks et le développement technologique. Donc tout ça, si on regarde ça sous l'angle financier, on a ici des coûts qui sont les coûts variables relativement à la production que vous avez, et vous avez ici l'ensemble des coûts fixes de l'entreprise qui ne dépendent pas du volume de production que vous avez. Alors, un petit point là-dessus, et donc, ces coûts-là, c'est les coûts que génère l'entreprise, et puis il va falloir qu'elle vende, et qu'elle vende avec une marge, donc que ses prix de vente soient supérieurs à ses coûts. Voilà. Donc, voilà la chaîne de valeur telle que Porter l'a modélisée. Un petit point concernant les logiciels que vous pouvez avoir dans vos entreprises, eh bien, tous ces différents processus que vous avez là, la comptabilité, la GRH, les achats, sont des processus qui sont communs à toutes les entreprises, et c'est comme ça que sont nés les premiers ERP, donc les Enterprise Resource Package, donc, qui sont des logiciels qui peuvent être appliqués dans toute entreprise. Bon, voilà donc ce modèle de l'entreprise. Alors, on peut le considérer, en fait, une entreprise, ça n'a en général pas qu'une seule ligne de produit, elle va avoir plusieurs lignes de produits, et donc, elle va avoir ces différentes lignes de production avec toujours la logistique interne, la production, logistique externe, commercialisation et services, de façon globale. Alors, je vais prendre ce modèle-là et je vais en faire un graphique et une présentation un petit peu différente, de façon à mettre en évidence la stratégie de l'entreprise. Je vais la présenter de cette façon-là. Vous avez ici les domaines d'activité interne et les domaines d'activité support qui correspondent finalement à ces coûts fixes de l'entreprise, donc que vous avez toujours. Et puis, vous avez au-dessus les domaines, ce qu'on a appelé les domaines d'activité stratégique, qui correspondent aux domaines sur lesquels l'entreprise se bat, hein, sur lesquels elle est sur le marché, elle vend ses produits. Bon, et on a distingué parmi les coûts fixes, parmi les processus support, des processus qui sont strictement des processus communs à toutes les entreprises. Là, je parle de la comptabilité, la GRH, etc. Et puis, des activités qui sont des activités support à différents domaines d'activité stratégiques, cette fois-ci, de l'entreprise.
Je vais vous montrer exactement ce que c'est dans l'exemple d'AXA. Bon, ici, vous avez les définitions, je les passerai au professeur Moutimbo. Dans AXA, ben, qu'est-ce qui se passe? AXA, elle a quoi comme domaine d'activité stratégique? Elle fait de l'assurance véhicule, elle fait de l'assurance vie, elle fait de l'assurance habitation. C'est là-dessus qu'elle a des concurrents et qu'elle est obligée d'offrir des produits qui sont bons pour convaincre ses clients. Qu'est-ce qu'elle a comme compétences cœur, c'est-à-dire comme compétences qui lui permettent de vendre ses produits? Eh bien, elle a d'abord tout ce qui est l'actuariat, donc c'est-à-dire l'évaluation des risques. Hein. Et puis, une fois qu'elle a évalué ses risques, il faut qu'elle mette un prix sur l'assurance, les primes d'assurance, et puis elle a la gestion des contentieux. Donc voilà quelques-unes des compétences cœur de cette entreprise. Alors, qu'est-ce qui s'est passé maintenant dans ce que vous a annoncé le DG d'AXA? C'est qu'ils ont identifié un nouveau risque, qui est le risque numérique, qui est né du fait que la cybercriminalité fait que les entreprises ou les particuliers peuvent être attaqués. Bon, vous avez certainement entendu parler d'hôpitaux en particulier qui se sont fait rançonner. Tous les ransomware, ben c'est des trucs comme ça. Donc AXA assure contre ces ransomware. Hein. Et pourquoi ils se sont lancés là-dedans? Ben parce que pour se lancer dans l'assurance du risque numérique, il leur faut des actuaires, il leur faut des gens qui sont capables d'évaluer la prime qu'on fait payer, etc. Et ces compétences-là, ils les ont déjà. Donc assurer un risque supplémentaire, pour eux, c'est quelque chose de relativement facile. Donc, vous voyez comment jouent ces compétences cœur et le fait que vous vouliez vous lancer dans un nouveau domaine d'activité stratégique. Alors, je vais reprendre 2 exemples pour vous montrer comment on peut se lancer dans de nouvelles activités stratégiques. Dans la SNCF, ben, si vous prenez la SNCF, vous regardez ce qu'elle fait. Elle fait du transport de voyageurs, elle fait du transport de marchandises, elle fait de l'entretien des voies. Bon, et elle gagne ses revenus sur les transports voyageurs, le transport marchandises, l'entretien des voies éventuellement, et en particulier lorsque il va y avoir l'ouverture des chemins de fer à tous les pays de l'Europe. Hein. Alors, quelles sont les compétences sur lesquelles elle s'appuie? Ben, elle s'appuie sur le fait qu'elle sait faire du transport sur voie de chemin de fer, elle sait gérer les voyageurs en déplacement et elle sait gérer les zones d'attente. Alors, est-ce qu'elle peut, à partir de là, se générer une autre activité stratégique? Eh bien, elle a transformé les gares, et en particulier les gares parisiennes, en centres commerciaux. Et donc, c'est elle qui est propriétaire des gares, et transformant les gares en centres commerciaux, elle vend des espaces de boutique dans chacune de ces gares. Et donc, elle s'est créée, elle savait le faire, puisque de toute façon, les gens arrivaient pour prendre le train, il fallait qu'elle les mette quelque part, qu'elle fasse des salles de pas perdus, etc. Ben, elle a transformé ces salles de pas perdus en espaces commerciaux. Et maintenant, elle a une nouvelle compétence qui est justement tout ce qui est l'aménagement des espaces autour des espaces voyageurs. Et si vous regardez le site de la SNCF, eh bien, elle donne des expertises qu'elle vend sur le marché, en particulier bon, alors, sur l'information voyageur, la gestion des flux, comment gérer les flux de voyageurs, la sécurité dans les espaces, dans les gares et dans les espaces, et puis l'aménagement et l'entretien des espaces que les voyageurs fréquentent. Et elle est... donc, c'est une nouvelle compétence qu'elle vend en particulier à des aéroports dans différents pays. Donc, voilà, donc, si vous voulez, vous voyez donc à partir de là comment la SNCF, utilisant ses compétences cœur qu'elle avait acquises dans les activités stratégiques qu'elle avait, s'est lancée dans un nouveau domaine d'activité stratégique et une nouvelle vente d'expertise. D'expertise d'une part et d'espace de boutique par ailleurs.
Donc voilà. Alors, deuxième exemple que je vais prendre, c'est alors c'est un exemple qui date d'une trentaine d'années, mais qui est intéressant parce que sont arrivés dans les années 90 les appareils photo numériques. Vous aviez à l'époque des fabricants d'appareils photo traditionnels, donc avec des pellicules argentiques, et donc arrive la photo numérique, et ça engendre un bouleversement complet du secteur. Pourquoi? Parce que, en fait, on passe d'une technologie qui est essentiellement une technologie de optique et mécanique à une technologie qui va devenir optique et transformation numérique, gestion numérique des images. Bon, alors, il s'est avéré qu'à ce moment-là, vous aviez des gens, en particulier Sony, qui étaient déjà dans les chaînes hi-fi, donc dans le son. Mais ils géraient pour ce son tout ce qui était les CD, donc des CD numériques, des fichiers numériques qu'ils transformaient en son. Et donc, ayant cette compétence de gestion des fichiers numériques, ils se sont dit, ben attends, les images numériques, c'est aussi du fichier numérique, on va pouvoir se lancer là-dedans, et on va se lancer dans les appareils photo numériques. Bon, alors ça veut dire qu'il va falloir qu'on achète à l'extérieur ou qu'on acquiert les compétences, en particulier relatives à l'optique, mais nous, on sait déjà gérer des fichiers numériques et on va se lancer dans les appareils photo. Et Sony et Panasonic, d'ailleurs, un autre fabricant d'outils de son japonais, se sont lancés tous les deux dans les appareils photo numériques et ils ont eu du succès là-dessus. Donc vous voyez toute cette démarche qui consiste à avoir des domaines d'activité stratégiques, d'avoir des compétences cœur, et à partir de cette compétence cœur, d'être capable d'augmenter, de se lancer sur de nouveaux marchés finalement. Hein, ces domaines d'activité stratégiques sont les marchés que l'entreprise attaque. Bon, donc voilà ce modèle de porteur qui est réellement un modèle qui est au niveau stratégique pour les entreprises. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je reprends l'illustration d'AXA. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau de l'absorptive capacity, donc ce phénomène de repérer de nouveaux produits, des changements de contexte dans l'univers des entreprises et de les assimiler et de s'en servir? Eh bien ici, ils ont identifié le risque numérique. Ils avaient, pour l'assimiler, il fallait avoir des études actuarielles et puis surtout regarder en détail des données sur la fréquence et les dommages et à partir de là, mettre en place des contrats. Bon, donc on retrouve ces mêmes choses. Bon, donc on va voir maintenant, au-delà de cet aspect stratégique des entreprises, on va regarder un peu un modèle opérationnel des entreprises qui est le suivant. C'est un modèle qui a été mis au point par un professeur de Stanford, Oswalder, et qui a dit toutes les entreprises, elles sont constituées de cette façon-là. Elles sont constituées en ce qu'il a appelé 9 building blocks, donc 9 domaines d'une entreprise. Vous avez d'abord ce qu'elle vend, des produits ou des services. Vous avez ensuite les clients. Et entre les deux, vous avez d'une part les canaux qui vont servir à délivrer ces produits ou ces services. Et vous avez d'autre part la relation client. Bon, d'un autre côté, pour faire tous ces produits ou ces services, il lui faut des fournisseurs, des partenaires et des activités de production qui vont être ces activités clés, et puis des ressources. Et donc, on a tout ça de ce côté-là. Et enfin, en résultat de toute cette activité, eh bien, vous avez d'une part les revenus de l'entreprise et d'autre part les coûts de l'entreprise. Donc, ce que dit Oswalder, c'est toutes les entreprises peuvent être représentées de cette façon-là et voilà un modèle complet d'une entreprise. Alors, c'est intéressant parce que par rapport à, vous voyez, le modèle de porteur, c'est essentiellement un modèle qui est stratégique et au niveau de la direction générale, vous dites, je vais me lancer sur tel marché ou éventuellement, je vais me retirer de tel marché parce qu'il n'est pas profitable. Et ici, on va mettre en évidence plus les processus de l'entreprise. Vous avez ici tous les processus de relations clients, de distribution des produits, etc. Alors, comment on va s'en servir? Eh bien, on va regarder
pour chacun des différents domaines, les nouveaux services, les processus de gestion des clients et de relations, les processus de fabrication ou les processus internes de l'entreprise. On va regarder sur ces 3 grands domaines quelles seraient les technologies qui peuvent nous apporter quelque chose et nous permettre d'améliorer l'entreprise. Bon, alors pour AXA, qu'est-ce qui s'est passé? AXA, elle a vu que les technologies numériques pouvaient lui apporter 2 choses. Un nouveau produit qui est le risque numérique et un autre nouveau produit qui est la conduite avec tracker de conduite. Ce que disait Nicolas Moreau, c'est on n'oblige pas les gens qui assurent leur voiture à mettre un tracker dans leur voiture dans lesquels on va finalement espionner la façon dont ils conduisent. Hein. Ils peuvent ne pas le mettre, mais dans ce cas-là, assez probablement, ils vont avoir une prime qui va être la prime maximum. Si vous le mettez, par contre, eh bien, et si vous conduisez bien, eh bien là, vous allez être récompensé. Donc, on a réellement un nouveau produit complètement, parce que ça va demander à AXA de gérer l'ensemble des données qui sont données par la conduite. Le deuxième point qu'ils ont utilisé, c'est dans les nouveaux canaux clients, il y a la contractualisation en ligne, d'une part, et il y a AXA Direct, où il n'y a plus du tout de courtier, qui n'utilise que de la technologie numérique. Et puis enfin, il y a dans les processus internes de l'entreprise, le constat d'accident sur smartphone avec l'envoyé de sinistre, des photos du sinistre. Donc, vous avez ici la façon dont AXA s'est servi, comment il a intégré les technologies numériques dans ses différents processus et dans ses différents produits. Voilà. Alors, si je reprends l'absorptive capacity parce que c'est quelque chose qui est réellement essentiel. Qu'est-ce qui s'est passé en particulier pour la conduite surveillée avec tracker? Eh bien, les trackers, c'est pas AXA qui les a inventés, bien évidemment. Ces trackers de conduite, ils sont utilisés par les constructeurs automobiles parce que les conducteurs automobiles, ils sont intéressés à savoir comment sont utilisés leurs produits, de façon à ce qu'ensuite ils puissent améliorer leurs produits, qu'ils puissent éventuellement mettre des freins plus puissants, qu'ils puissent mettre des avertisseurs pour les obstacles, etc. Donc les constructeurs, ils avaient déjà des trackers, ils les utilisaient. Donc les gens d'AXA, qu'est-ce qu'ils se sont fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont dit, ces trackers de conduite, ça peut nous servir à nous pour affiner notre évaluation du risque. Alors, qu'est-ce qu'il a fallu qu'ils fassent? Eh bien, il faut qu'à partir de là, ils aient 2 compétences nouvelles. La première, c'est une compétence liée à l'Internet des objets, donc utiliser ce tracker, récupérer toutes les données de la conduite. Et puis, la deuxième compétence qu'ils ont eu à acquérir, c'est une compétence de data scientist, c'est-à-dire de la technologie liée au big data. Parce que quand vous avez toutes les informations qui vous remontent sur la conduite de quelqu'un, eh bien, il faut savoir quelles sont les informations qui vont vous permettre de caractériser la dangerosité de la conduite de quelqu'un. Donc, là, cette phase d'assimilation et pour transformer ces trackers en quelque chose qui soit utile aux entreprises, il a fallu que AXA acquiert ou achète ces 2 technologies. L'IoT, ça a été vraisemblablement acheté complètement, hein, mais les data scientists, non, les assurances, effectivement, elles se dotent de plus en plus de statisticiens et de statisticiens informaticiens, etc., qu'on appelle maintenant les data scientists, qui vont gérer ces données à l'intérieur de l'entreprise. Et puis enfin, il a fallu faire de l'élaboration de vente et de la vente de ces contrats-là. Donc voilà, vous voyez ici encore un autre exemple de toute cette méthodologie de l'absorptive capacity pour acquérir de nouvelles innovations dans l'entreprise. Bon, donc en résumé pour ce point d'AXA, vous voyez que ces différentes améliorations dont parlait Nicolas Moreau, elles se sont appliquées à chaque fois sur des technologies numériques, mais c'est quelque chose qui s'applique à toutes sortes de technologies, ce n'est pas forcément uniquement des technologies numériques, mais là, donc, il a utilisé ici les sites web et les formulaires en ligne, là, les formulaires et les photos de smartphone, là, la big data, et là, des choses qui sont relatives à la cybersécurité.
Bon, qu'est-ce que ça a amené à l'assureur? Évidemment, pour lui, ça réduit la charge administrative, ça affine sa gestion des risques. Pour le client, pour le courtier, c'est plus discutable parce que le courtier, il y a une partie de son travail qui file, qui est digitalisée, donc il a moins de travail, on a moins besoin de lui. Et pour le client final, il y a une appréciation plus précise du potentiel de risque qu'il présente, en particulier pour le tracker de conduite, hein. Il y a des coûts d'assurance qui sont mieux ciblés. Il y a éventuellement une intrusion dans la vie privée, et c'est ce dont il parlait en particulier sur le fait que les assurances n'ont pas le droit de capter votre état physique pour faire une évaluation de votre santé et moduler vos primes d'assurance vie, hein. Et là, on entre dans des points qui sont des problèmes de société. Est-ce que la société accepte ou non de faire du monitoring de votre santé? Bon, et la France n'accepte pas, et à juste titre. Bref. Donc voilà, donc la démarche, ça a été une analyse des processus de l'entreprise, une veille sur les technologies qui étaient susceptibles d'être utilisées et un examen des changements de contexte. Et voilà la façon dont AXA a essayé de se transformer. Alors, si je peux me permettre, M. Charras, je vais revenir juste sur cette partie ici. En résumé, on voit bien qu'il y a un ensemble de technologies qui vont être utilisées, donc on a besoin pour cela de nouvelles compétences dans ces différents domaines technologiques. Donc là, on parle des gens qui sont capables, comme des ingénieurs, à venir développer de nouveaux sites web, à venir accompagner par une ergonomie particulière les formulaires pour qu'ils soient accessibles à tout le monde. En même temps, on va avoir également d'autres éléments comme la cybersécurité et autres. Donc là, on voit bien qu'il va falloir que cette technologie puisse intégrer les entreprises. Donc il va falloir que ces différentes technologies soient mises à disposition des entreprises. Et c'est de là qu'on parle, quand on parle de transformation numérique, on est en train de dire, une fois qu'une technologie existe, parce que, comme on a vu tout à l'heure, les constructeurs automobiles, ils avaient déjà des trackers, mais comment est-ce que ces trackers vont être utilisés dans des véhicules désormais, et comment l'entreprise, elle va être capable d'aller récupérer l'ensemble de ces informations? La technologie existe, mais on aura besoin des gens qui sont entre cette technologie et son utilisation, c'est-à-dire ceux qui sont capables de l'accompagner et la mise à disposition de cette technologie en entreprise, d'où l'objet ici de la transformation numérique. Voilà, oui, effectivement. Donc, on a besoin de nouvelles compétences aussi. Alors, je vais continuer sur le modèle de porteur. Donc, on a vu le modèle de porteur à l'entreprise, dans l'entreprise. Le modèle de porteur, il manque il manque un petit bout. Bref, il se présente de cette façon-là. Ce qui manque ici, c'est les entrants potentiels. Donc, quand vous êtes une entreprise, en fait, vous vous battez sur un terrain concurrentiel. Donc, vous avez des concurrents directs. Par ailleurs, vos fournisseurs et vos clients, les fournisseurs, ils essayent de vendre, vous subissez la pression de vos fournisseurs qui essayent de vous vendre leurs services ou leurs produits le plus cher possible. Et puis, vos clients, ils essayent d'acheter vos produits ou vos services, au contraire, au prix le plus faible possible. Vous avez ensuite les pouvoirs publics, et puis vous avez enfin ici, le carré qui me manque ici, c'est des entrants potentiels, des nouveaux entrants potentiels qui peuvent venir perturber votre marché. Alors, il y a par exemple, pour les assureurs, est-ce qu'ils peuvent être concurrencés par d'autres acteurs économiques? Il y a un risque particulier qui est le risque des prêts bancaires. Donc, quand vous allez faire un prêt auprès d'une banque pour acheter une maison en particulier, d'ailleurs, vous avez des prêts qui sont importants. Et les banques, si à un moment ou un autre de votre existence ou si vous mourrez, vous devenez insolvable, les banques veulent se protéger contre ce risque d'insolvabilité, et donc elles exigent de vous que vous preniez une assurance pour couvrir ce risque. Bon, alors cette assurance pour les prêts bancaires, c'est quelque chose qui entre complètement dans le domaine d'activité des assureurs. Mais ce qui s'est passé, c'est que les banques, elles disposent de données complètes sur ces phénomènes-là.
hein, sur les risques que peuvent encourir les emprunteurs auprès de la banque. Et donc, ayant ces données complètes, elles peuvent très bien mettre en place leur propre société d'assurance qui va assurer les prêts que vous prenez auprès d'eux. Et c'est ce qu'elles ont fait. Elles ont développé donc des sociétés d'assurance qui sont dédiées uniquement à ce petit créneau de l'assurance, hein, mais qu'il le prend, et elles en ont fait quelque chose d'assez profitable. Et donc les banques sont devenues pour les assurances un concurrent dans ce créneau particulier de l'assurance. Bon, donc vous voyez ce modèle du terrain concurrentiel. Alors si je le reprends pour les appareils photo, eh bien pour les appareils photo, au moment de l'apparition de la photo numérique, on a eu un changement de technologie et on a eu de nouveaux arrivants qui sont arrivés, qui sont venus dans les appareils photo numériques. On avait donc les appareils photo traditionnels, donc Nikon, Canon, Kodak, sont restés des fabricants d'appareils photo, mais vous avez des gens qui sont venus de l'électronique du son, on a parlé de Sony et de Panasonic, et de l'informatique. Logitech et Apple étaient des gens qui étaient uniquement dans l'informatique et qui sont venus sur les appareils photo numériques. Donc voilà, donc on avait ici, donc les entrants potentiels ont été justement dans ce cas-là des nouveaux entrants qui venaient de l'informatique et de l'électronique. Bon. Donc, vous avez ici un deuxième volet de la théorie de Michael Porter sur les entreprises, ce terrain, ce qu'on a appelé les 5 forces concurrentielles de l'entreprise. Encore une fois, et ils subissent la pression des fournisseurs et des clients, des pouvoirs publics, et initialement Porter n'avait pas vraiment identifié les pouvoirs publics, mais vous voyez dans ce que dit Nicolas Moreau, il dit je ne peux pas mettre en place des capteurs de santé sur les gens parce que la réglementation française me l'interdit. Donc les réglementations et les pouvoirs publics jouent un rôle sur les entreprises, évidemment. Les entreprises se meuvent dans un espace de loi qu'ils doivent respecter. Et puis, vous avez les entrants potentiels qui sont ou des produits qui peuvent se substituer à ceux que vous proposez. Voilà, donc on a ici une autre facette de l'environnement concurrentiel, de la théorie de Porter. Bon, alors, maintenant, l'un des points que les assureurs peuvent se poser, et toutes les entreprises peuvent se poser, c'est quelle nouvelle technologie pourrait bouleverser l'entreprise et l'ensemble de l'activité. Alors pour ça, je vais introduire un autre élément qui est ces courbes-là, ce que Gartner est un grand cabinet qui suit l'industrie informatique de près, et ils gagnent, leurs revenus viennent de conférences et de rapports qu'ils vendent à travers le monde. Et en particulier, tous les ans, ils publient ce qu'ils ont appelé Hype Cycle pour les technologies émergentes. J'ai pris ici cette courbe-là, pas pour l'ensemble des technologies, mais pour un ensemble de technologies informatiques qui a été publié en 2019. Alors, ils produisent cette courbe-là, ils situent les innovations qui sont en cours d'apparition sur cette courbe-là, et on va regarder les différentes phases que représente la courbe. Au début, une innovation apparaît et on a juste, on peut hésiter, est-ce que ça va donner quelque chose ou non. Et puis, peu à peu, on se dit, ah ben oui, ça peut vraiment être intéressant, et les gens se disent, mais ça va servir, si vous regardez la blockchain, au début, les gens se disaient, bon, c'est un peu bizarre cette affaire-là. Puis ensuite, il se dit, ah, mais c'est super parce qu'on peut certifier des transactions, on va pouvoir s'en servir partout. Et donc, on a ce qu'ils ont appelé ici des attentes qui étaient surestimées par rapport à ces nouvelles technologies. Et puis ensuite, on va s'apercevoir que oui, mais c'est super ce truc-là, mais quand même, il y a des restrictions. Par exemple, sur la blockchain, eh bien, on s'est aperçu que ça consommait énormément d'énergie. Donc, OK, on ne peut pas s'en servir tous azimuts, sinon on va plus faire que ça dans l'ensemble. Donc on a ici, on est plus ou moins dit, on perd ses illusions et on arrive à une vision plus réaliste de l'utilisation de ces technologies. Et puis quand on arrive là, donc on va peu à peu
avoir une utilisation opérationnelle des nouvelles technologies. Et on a donc un plateau qu'ils ont appelé le plateau de productivité, où ces technologies vont peu à peu avoir une utilisation opérationnelle dans différents secteurs de l'activité économique. Bon, alors si on regarde ça, eh bien, et qu'on est un assureur, on peut se dire, ben, quelles sont les choses qui là-dedans peuvent amener un bouleversement dans mon activité. Et on remarque en particulier les voitures autonomes. Vous êtes un assureur, vous assurez vos voitures et apparaissent les voitures autonomes. Alors, qu'est-ce que ça change pour vous? Eh bien, ça change que, alors, le niveau 5, c'est pour la voiture autonome, vous arrivez, vous êtes dans votre école, vous arrivez dans la voiture, vous ouvrez votre journal, vous dites juste, je veux aller place du ralliement, et la voiture y va, et elle vous prévient juste quand on est arrivé, vous sortez, vous allez faire vos courses, et puis voilà. Bon, ça, c'est la conduite autonome complète. Technologiquement, on est relativement proche, on n'y est pas tout à fait. Et puis au niveau 4, donc c'est un degré un peu inférieur de conduite automatique. Vous êtes dans la voiture, elle se conduit toute seule, mais on vous demande d'être capable d'intervenir si quelque chose de complètement imprévu arrivait. Il va falloir que vous repreniez le volant, que vous appuyez sur le frein ou un truc comme ça. Bon, mais si vous allez sur l'autoroute, d'une façon générale, vous pouvez lire votre canard tranquillement sans vous préoccuper de la voiture. Est-ce que ça change quelque chose à l'assurance? Ben, si vous êtes au niveau 5, vous ne pouvez plus faire payer vous ne pouvez plus tenir pour responsable d'un accident quelconque celui qui est dans la voiture, puisqu'il ne conduit pas. Alors, qui va être le responsable? C'est le constructeur de la voiture? C'est le constructeur du logiciel de conduite autonome? Donc, vous voyez que là, vous avez des problèmes qui se posent aux assurances et qu'il va falloir résoudre relativement rapidement, hein. Je vous rappelle qu'au point de vue des voitures autonomes, vous avez déjà des villes américaines qui qui expérimentent, en tout cas de façon complète, et elles permettent dans leur ville d'utiliser des voitures qui sont complètement autonomes, hein. Donc, très très rapidement, les assureurs ils vont devoir se préoccuper de ce problème et trouver des moyens d'établir des nouveaux contrats d'assurance, savoir comment les établir, savoir comment on va poser les responsabilités des uns et des autres, et donc savoir comment les faire payer et s'en occuper. Alors, donc, il est intéressant de repérer le plus tôt possible les technologies ou les nouvelles habitudes qui apparaissent dans la société et qui peuvent bouleverser votre secteur d'activité. Alors, comment on peut essayer d'évaluer ça? Eh bien, vous avez ici ce type de matrice qui est utilisé de façon courante en analyse des risques, hein, où vous avez d'une part l'impact. Alors, quand vous utilisez un risque, l'impact, eh bien, c'est le dommage, l'étendue du dommage ou le coût du dommage qui apparaît lorsque le risque se concrétise, hein. Donc, pour une assurance incendie, ben, ça va être grosso modo le dommage que vous pouvez avoir sur une maison s'il y a un incendie qui se déclare. Donc, ça va être le dommage, évidemment, il va répondre à une distribution de probabilité, mais si vous avez ici le dommage moyen, et puis la probabilité que l'incendie apparaisse dans votre maison. Donc, ces deux critères, en remplaçant la probabilité ici par l'acceptabilité par la société de votre nouvelle technologie, ces deux critères vous permettent d'évaluer plus ou moins l'impact que peut avoir cette nouvelle technologie, ici les voitures autonomes, sur l'assurance. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire? Eh bien, donc, la question qu'on se pose, c'est dans quelle mesure les voitures autonomes vont-elles engendrer une disruption du secteur? Disruption au sens où ça va révolutionner, ça va vous obliger à changer complètement vos processus et vos contrats et votre façon de faire dans le domaine. Bon, bien, à mon avis, l'impact, il est quand même relativement grand pour les assureurs et la probabilité d'apparition
des voitures autonomes dans la vie courante, elle n'est pas négligeable non plus. Donc, vous avez ici une évaluation de l'impact, et quand vous êtes dans la zone jaune, eh bien, il va falloir faire quelque chose. Quand vous êtes dans la zone noire, c'est un impact très fort, avec une probabilité très forte. Si ça va bouleverser complètement votre activité, il faut que vous fassiez quelque chose. Dans la zone rouge, il faut que vous fassiez aussi. Dans la zone noire, ce n'est pas vivable. Dans la zone rouge, il faut faire quelque chose rapidement. Donc, vous avez ici plus ou moins une modélisation, ce qu'on appelait la tension, de façon à regarder ce qui peut bouleverser votre activité, l'activité de l'entreprise, et comment y réagir. Bon. Alors, donc voilà, je termine ici finalement les différents points de transformation numérique. Je veux juste deux points. Je vais faire une conclusion dans laquelle je vais reprendre les différentes étapes. Avant de faire cette conclusion, je voudrais regarder les technologies numériques qui peuvent… Donc, j'ai appelé technologies génériques des technologies qui, comme l'électricité, risquent d'impacter l'ensemble des secteurs d'activité. À mon avis, il y en a en particulier 3, mais c'est mon avis, il peut y en avoir d'autres. L'intelligence artificielle, ça va impacter tous les domaines d'activité, et en particulier pour l'instant par la technologie des réseaux neuronaux, qui sont la technologie la plus utilisée actuellement dans l'intelligence artificielle. Le big data, ça va aussi bouleverser l'ensemble des secteurs d'activité. Il va falloir s'y mettre. Et tout ce qui est l'Internet des objets, là aussi, donc qui sont un peu en relation, donc l'Internet des objets pour tout ce qui est le recueil des informations, et le big data pour tout ce qui est l'analyse de ces informations. Donc ça va être des technologies qui, à mon avis, vont révolutionner un très grand nombre de secteurs d'activité. Bon, alors, comme conclusion, je vais reprendre les éléments de la démarche. Donc, on a vu ici, au niveau stratégique, le modèle de porteur qui vous permet de vous demander sur quel marché je vais essayer de me lancer. Ici, au niveau opérationnel, le modèle d'Otswalder qui vous permet de regarder les différents produits et les différents processus et d'identifier où de nouvelles technologies peuvent impacter l'entreprise. Donc ici, les processus d'absorptive capacity, où vous avez 3 phases, la veille, l'implémentation technique et la mise en œuvre, et puis 3 domaines dans lesquels ça peut intervenir, donc les nouveaux services et nouveaux produits, les processus qui évoluent et la gestion client. La veille, donc vous pouvez l'avoir avec des personnes dédiées, mais vous pouvez aussi l'avoir dans un changement de culture, enfin dans une évolution de la culture de l'entreprise. Vous dites à chacun essaye de voir ce qui peut modifier l'entreprise. Et puis ici, vous avez les 6 éléments d'une transformation numérique. Vous avez d'abord, il faut que vous fixiez une stratégie digitale et que vous ayez des objectifs. Ensuite, il faut que vous adaptiez votre structure organisationnelle, en particulier pour la veille, mais aussi pour mettre en œuvre une approche qui soit d'essai et d'erreur, avec des expériences pilotes qui vous permettent d'évaluer les nouvelles technologies. Il faut que vous acquériez les nouvelles compétences dont vous aurez besoin. Il faut que vous regardiez ce qui se passe dans l'écosystème de façon à profiter, comme les assureurs profitent des trackers d'activité des constructeurs automobiles. Et il faut que vous fassiez du changement culturel de la conduite du changement dans votre entreprise. Bon, eh bien, je vous remercie de votre attention et puis je vais laisser la parole au professeur Boutillier. Merci. Merci, Monsieur Charras, pour toutes ces explications et ces différents exemples donc, qui montrent qu'il y a encore pas mal de transformations qui vont se faire dans les entreprises et dont on aura besoin de nos élèves aujourd'hui qui demain seront en activité pour venir participer et porter la mise en place de l'ensemble de ces technologies et donc cette transformation dans les entreprises. Je voudrais peut-être leur donner la parole, puisqu'on ne les a pas beaucoup entendus. Est-ce que certains d'entre eux ont quelques questions? On va se réserver 5 à 10 minutes au maximum pour répondre à quelques questions sur la façon dont on peut accompagner les entreprises à
intégrer cette technologie au sein de la culture d'entreprise, au sein des infrastructures qui devront être implémentées. Généralement, quand il y en a un qui pose des questions, ça, les autres peuvent suivre, mais il faut qu'il y ait un premier qui accepte de poser des questions. Alors, qui va se lancer? Ouais, moi j'ai une question. Je voulais savoir si vous aviez travaillé du coup pour AXA ou c'est vraiment vous nous montriez le cas classique entre guillemets. J'ai pas travaillé pour AXA. J'ai travaillé pour donc une caisse de retraite, l'IRCANTEC, mais pas pour l'assurance voiture. Donc c'est un exemple qu'on a trouvé intéressant parce que justement il y a beaucoup de transformations qui sont arrivées et on l'a pris comme exemple. Ok, merci. Une autre question, des gens qui ont peut-être découvert qu'on ne mettait pas de l'informatique simplement pour mettre de l'informatique, qu'il y avait un intérêt à mettre cette informatique-là. Bon, ils sont pas très bavards. Peut-être ont-ils déjà faim ou... Bon, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, l'idée de cette conférence, si je reviens, c'est de bien vous montrer qu'il va y avoir un certain nombre d'innovations et que ces innovations devront être implémentées. Pour être implémentées, ah bon, c'était relativement clair et bien expliqué, nous dit Bastien. Merci Bastien. Bon. Alors, j'ai des questions pour ma part. Alors, il y a quelqu'un qui a des questions. Qui a cette question et qui n'a Non, pas... excusez-moi, je voulais écrire, j'ai pas de questions, j'ai oublié le P. Je suis Ah désolé. oui, d'accord, d'accord. Vous n'avez pas de questions. Donc ça a été suffisamment clair pour vous. En tout cas, ce qu'on voulait surtout montrer, M. Charras et moi, à travers cette conférence, c'était de vous dire que la mise en place de l'informatique au sein des entreprises naît de certaines innovations et que cela doit être accompagné. Pour être accompagné, il ne suffit pas simplement d'avoir la technologie, puisque les technologies existent en dehors de ces entreprises. Il va falloir que ces technologies soient intégrées dans l'entreprise. Pour ça, il va donc avoir, à apporter cette technologie, à l'accompagner dans sa mise en œuvre et surtout à voir dans quelle mesure ces technologies vont justement accompagner l'entreprise dans la création de sa valeur. L'entreprise a un ensemble de productions à réaliser et donc la façon dont on va pouvoir faciliter en supprimant les contraintes, en garantissant la production des produits en entreprise et en garantissant les conditions dans lesquelles ça va être fait, c'est cela qui va pouvoir permettre à l'entreprise de réellement créer de la valeur à travers ces différentes activités. Donc, on aura besoin de gens qui sont techniciens, parce qu'il va falloir aller faire l'implémentation. On aura aussi surtout besoin des personnes qui sont capables d'accompagner la mise à disposition de ces différentes technologies en entreprise, qu'on appelle donc la transition numérique. Voilà ce que je voulais qu'on partage aujourd'hui, et savoir qu'en plus, dans la situation actuelle, vous avez pu voir avec cette pandémie, il a fallu accompagner beaucoup d'entreprises dans la mise à disposition de nouveaux outils rapidement, de telle sorte qu'on puisse les utiliser, c'est-à-dire que l'usage puisse venir rencontrer la possibilité de faire notamment le respect des distanciations et autres, les plans de continuité d'activité dans les entreprises. On aura encore besoin de ces implémentations-là en entreprise, on aura encore besoin de beaucoup de personnes pour venir accompagner la mise à disposition de ces nouvelles technologies. Voilà ce que je voulais qu'on partage aujourd'hui. Et je ne sais pas, M. Charras, si vous avez un dernier mot, un encouragement peut-être à ces élèves à continuer à travailler et à s'intégrer demain dans les entreprises. Oui, enfin, je pense que d'une part, toutes ces transformations, enfin, c'est un sujet qui est intéressant. J'ai eu par exemple une autre expérience. On a travaillé au Burkina Faso et donc de façon beaucoup plus terre à terre, on a eu à conseiller
pour le ministère de l'Agriculture. Et on a eu à recommander un certain nombre d'outils. Et donc, par exemple, là, on a conseillé de mettre en ligne des vidéos qui montraient comment cultiver tel ou tel truc. Donc, ça veut dire qu'on mettait pour la conduite du changement, donc pour accompagner ce changement, il y avait des fonctionnaires dans des villages, qui allaient dans les villages avec des petites, des iPads là, et qui montraient des vidéos permettant de faire ça. Donc, cette conduite du changement, elle doit se faire réellement en tenant compte des gens sur lesquels vous voulez faire accompagner, introduire les technologies numériques. C'est ça qui va être très important aussi. Très bien. Écoutez, merci beaucoup. S'il n'y en a pas d'autres questions, je vais vous proposer donc qu'on arrête ici notre échange. Merci à tous d'être venus. Merci infiniment à M. Jarras pour le temps que vous avez pris pour venir partager votre expérience et surtout votre vision de ce que c'est que la transformation numérique et tous les besoins qui s'en suivent encore. Merci infiniment à tous. À bientôt. OK. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci à vous. Merci, au revoir. Ah, je vois les commentaires très intéressants, merci beaucoup. Ok, merci. Merci si ça vous a plu. Merci beaucoup. Bon, bon. Bon, nous font... Très bien. Bon, ben écoutez, ça a été relativement, ça s'est bien passé, même s'il n'y a pas eu beaucoup d'échanges. Ouais, je pense que c'est plus compliqué en vidéo qu'en réel, quoi. C'est vrai que... D'autant plus qu'on ne peut pas interroger les gens, on peut pas... Ouais, non. Bon, c'est un peu un exposé ex cathedra, quoi. Ça a été un peu dommage, mais enfin, tant pis. Oui. Bon, en tout cas, la technologie nous a permis de le faire, et ça, Ouais. c'est une autre chose, ce qui était plutôt intéressante. Merci beaucoup, hein, merci pour le temps que vous avez pris pour préparer cette conférence et visiblement l'engouement avec lequel vous le faites. Je ne manquerai pas sans doute de vous solliciter sur d'autres interventions, j'imagine. Ah bah, si vous voulez, bon, ce sera avec plaisir. Okay. Bon, ça a correspondu à peu près à vos attentes? Absolument, absolument. Moi, je voulais qu'on partage cette façon pas simplement technique de faire les choses, mais aussi de comprendre comment on accompagne et pourquoi on va accompagner la mise à disposition de ces infrastructures en entreprise. D'accord. Oui, il y avait un peu trop d'éléments théoriques, je pense, donc... Oh, ben, il va falloir aussi qu'ils élèvent un peu le niveau, hein, c'est aussi le but. À un moment, pour réussir à comprendre quels sont les enjeux, il faut qu'on s'appuie sur des méthodologies et surtout sur des standards, hein. Quand on commence à parler de modèles de porteurs, ça, je pense que de haut-porteurs, c'est des choses qu'on doit comprendre. Qu'est-ce qui sous-tend la façon dont on peut conduire cette transformation en entreprise. D'accord. Ils ont des cours de gestion des entreprises? Alors, ils auront des cours de gestion d'entreprise en 4e année. En 3e année, ils n'en ont pas encore, mais ils en auront en 4e année, oui, tout à fait. OK. En tout cas, ceux qui veulent faire la transformation numérique, puisque ceux qui font la transformation numérique, on leur apprend justement quels sont les différents modèles de gestion des organisations. D'accord. Très bien. Bon, bah, écoutez, c'est parfait. Si vous voulez me solliciter sur d'autres sujets, ce sera avec plaisir. Bon, OK, très bien. Merci beaucoup et puis à bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir.